Interview avec vous. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy, donc d'être là. Première réaction, évidemment, là-dessus. Alors, il y a plus 0,5%, mais on voit cette domination très forte du Rassemblement national, puis la majorité présidentielle, puis alors, ça descend quand même très vite. Moi, je retiens ce que disait Frédéric Dabi à l'instant. La campagne, elle n'a pas commencé. Elle commence maintenant. Beaucoup de Français sont encore loin de cette élection européenne et pourtant, cette élection va être décisive. Ce que je remarque surtout, c'est que loin de ce qu'on voudrait parfois nous raconter, aujourd'hui, si on prend au sérieux ce sondage, vous avez plus de la moitié des Français qui ne se reconnaissent pas dans le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce duel ne satisfait pas aujourd'hui les électeurs français qui ont besoin d'une alternative crédible. Et dans cette campagne, notre but à nous, c'est de faire revenir les électeurs de droite vers la seule force politique qui puisse défendre leur voix. Et moi, je voudrais leur dire à ces électeurs de droite qu'on n'est pas obligé, nous l'avons montré avec les Républicains, on n'est pas obligé de se renier, on n'est pas obligé de changer de camp pour se faire entendre, on n'est pas obligé de baisser pavillon. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter d'être complexé, on peut gagner des batailles, on peut les mener, on peut obtenir des résultats, on l'a montré au Parlement européen tous les jours de ce mandat, et je suis convaincu que cette campagne sera l'occasion de le montrer, et de montrer que la seule force politique qui peut incarner l'alternative dont la France a besoin pour être représentée en Europe, mais aussi pour se relever demain, c'est évidemment cette alternative que nous tenterons de défendre dans cette élection qui vient. Alors, encore faut-il avoir un précaré. Est-ce que le gouvernement, décidément, n'est pas en train de manger dans votre précaré? L'actualité du jour, M. Darmanin qui se rend à Mayotte. Désordre migratoire, la colère que ça provoque et ces dispositions qui peuvent paraître assez à droite, d'un point de vue en tout cas de la gauche, révision du droit du sol sur l'île, révision de la Constitution pour supprimer le droit du sol. Ces propos de Gérald Darmanin qui annonce, je cite, un rideau de fer pour arrêter les migrants comoriens. On parle de Gérald Darmanin. On parle du ministre de l'Intérieur qui, il y a encore quelques mois, nous expliquait qu'il n'était pas question de toucher au droit du sol à Mayotte. Quand nous demandions, parce que c'était une urgence, depuis des années, à travers nos parlementaires, à travers, je pense au député Mansour Kamardine, qui depuis 2018 demande qu'on suspende le droit du sol à Mayotte. On parle du gouvernement macroniste, qui refuse cette évolution depuis des années maintenant. Moi, je crois que pour un électeur de droite, revenons à ce qu'on disait à l'instant, pour un électeur de droite, vous avez les paroles, vous avez les mots, mais à la fin, dans les actes, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Vous avez l'an dernier 500 000 entrées légales en France. 500 000 sur 2 ans, 1 million de personnes sont entrées légalement en France. Et le même Gérald Darmanin, qui fait de grands gestes martiaux à Mayotte en proclamant des mots comme suspension du droit du sol, et s'il faut le faire, évidemment, c'est une nécessité, s'il est vraiment prêt à le faire, Vous le voterez. Mais la question, c'est est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour que ce soit possible? Et en particulier, est-ce qu'il fera la réforme de la Constitution, dont nous disons depuis des années qu'elle est nécessaire pour que ce soit possible? Parce que moi, je vais vous dire une chose très simple. Les Mahorais, je les connais bien. On leur a fait tellement de fausses promesses pendant ces dernières années. Le gouvernement leur a fait tellement de promesses qu'il n'a pas tenu. Pas seulement sur la question migratoire d'ailleurs. On leur a promis le 2e hôpital, on leur a promis la piste longue à l'aéroport, on leur a promis l'hôpital de Longoni, le port de Longoni. Rien de tout ça n'a été tenu. Donc la pire des choses qui pourrait se produire maintenant pour les Mahorais qui vivent une situation de crise existentielle, la pire des choses qui pourrait se produire, c'est que le gouvernement vienne avec des beaux mots, mais derrière ne fasse rien. Donc oui, bien sûr, il faut faire. Comment marquer votre différence? On pourrait citer 100 exemples, on dit celui-là, mais l'exemple de l'uniforme à l'école, c'est ce gouvernement-là qui le met en expérimentation à grande échelle. On aurait dit il y a quelques années, c'était crypto-réactionnaire de dire ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est ce gouvernement. En réalité, le bourgeois de droite classique qui votait LR, est-ce qu'il ne risque pas de se dire, bah oui, ce gouvernement fait au fond ce que je désire? D'abord, moi, je ne m'adresse pas à des clientèles, je m'adresse à des Français, c'est quand même important, bien sûr, mais quand même, disons-le, et je pense que les Français sont suffisamment lucides pour regarder la réalité de l'action. Bah, ça, c'est la réalité, ça va avoir lieu. On parle de la ministre de l'Éducation nationale, on peut en parler, Madame Belloubet, qui vient d'être nommée à la tête de ce ministère. C'est la même qui, il y a quelques mois, disait du retour de l'uniforme à l'école que c'était une faribole, que parler d'autorité, c'était une sorte de plaisanterie. Elle fera ce qu'on lui dit, vous savez bien. Mais le problème, c'est que je ne le crois pas un seul instant. Le problème, c'est que derrière les zigzags du gouvernement, on a des mots de droite, on a des en même temps prometteurs, et derrière, c'est toujours la gauche qui gagne. Et vous savez que le principal pouvoir d'un ministre de l'Éducation nationale, sa principale responsabilité, elle passe très peu par la loi, l'action d'un ministre de l'Éducation nationale, très peu par le Parlement. Elle passe essentiellement par sa capacité à nommer, à promouvoir, à faire en sorte que des gens vont, dans les services de l'État, acquérir des responsabilités. On a vu ce que ça a donné. Prenez la question de l'école.
Qu'est-ce que ça voulait dire exactement nommer M. Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui nommer Mme Belloubet? Ça veut dire donner le pouvoir à des gens qui ont, et je ne le leur reproche pas, des convictions ancrées à gauche. Rappelons que Mme Belloubet, elle vient du Parti socialiste. Des convictions qui sont aussi très visibles dans leur action. Rappelons que Mme Belloubet, c'est celle qui a fait libérer 12 000 détenus en un mois pendant la crise du Covid. Mais Tout ça, ça existe. Vous citez Mme Belloubet, c'est une réalité. qui fait plutôt figure des exceptions. En réalité, ce gouvernement, je crois qu'il y a 8 ministres qui viennent de l'UMP. Votre ancienne maison. Mais encore une fois, pour faire quoi? Pour faire quelle politique? Ça sert à quoi d'être ministre de l'Intérieur et de venir de la droite si c'est pour faire rentrer 1 million de migrants en France en 2 ans? Ça sert à quoi d'être ministre de l'économie, Monsieur le maire, et d'être à Bercy depuis 7 ans quand vous avez fait exploser la dette de l'État comme aucun de vos prédécesseurs? La vraie question, c'est pas les personnes. La vraie question, c'est pas l'affichage. La vraie question, c'est même pas les étiquettes. La vraie question, c'est le sort des Français. Et pour un électeur de droite, et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les électeurs de droite sont majoritaires dans ce pays. Frédéric Dabi le montrait à l'instant. Pour un électeur de droite, si vous regardez non pas les paroles, mais les faits, non pas les discours, mais le bilan, si vous regardez l'action de ce gouvernement, le compte n'y est pas. Ils sont peut-être majoritaires, mais ils ne sont pas majoritairement chez vous. Vous vous êtes fait dépecer. Dépecer en partie par le camp macronien, en partie par le camp RN. Quand on voit l'image de Meyer Habib, LR, qui embrasse lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du Hamas. Vous savez combien elle a été commentée, cette image? Attendez, mais Jordan Bardella, regardons l'image. On va quand même pas... Il a tout à fait le droit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas ni une critique ni une éloge, mais voilà. Évidemment, beaucoup ont regardé ça en se disant, ça fait époque. En réalité, la fameuse, le prétendu mur de séparation qui existait dans le passé, c'est fini. En fait, on a 2 options, Darius Rochebin. Enfin, on a le choix, mais c'est aussi un choix qui engage les médias, je me permets de le dire. Soit on commande des images de gens qui se saluent dans la cour des Invalides, soit on parle de la réalité. En l'occurrence, ce que Meyer Habib dénonce avec force depuis des années, c'est le fait qu'aujourd'hui, en France, les Juifs sont victimes d'antisémitisme, d'un antisémitisme violent, un antisémitisme qui menace et qui tue dans notre propre pays. Et c'est de ça qu'il faudrait parler. La vraie question n'est pas de savoir qui dit bonjour à qui dans les endroits où les responsables politiques se croisent. La vraie question, c'est ce que Meyer Habib disait certainement à Manuel Bompard qu'il croisait. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous avez une gauche, vous avez une extrême gauche qui a choisi de prendre le parti des antisémites. Mais pardon. Et qui le montre tous les jours par ses choix, par ses Au-delà de l'anecdote, et vous avez raison qu'il y a une dimension d'anecdote, il y a la réalité d'un débat d'ailleurs qui divise le camp macronien lui-même. Madame Borne disant le RN est héritier de Pétain, versus Gabriel Attal disant non, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. On parle tout le monde, avec tout le monde et avec le RN. Qui a raison pour vous? Mais le fait est que les élus du RN sont élus par les Français. Ils sont légitimes. Ils sont dans l'arc républicain? Moi, j'ai eu un moment de sidération quand j'ai entendu le président de la République nous dire, et il l'a redit tout récemment, qu'il fallait ne pas compter les voix des élus du Rassemblement national au moment de valider un texte de loi voté au Parlement français. C'est quand même fascinant qu'on en arrive à une situation telle que... et d'ailleurs, je me demande bien comment Emmanuel Macron fera la réforme de la Constitution nécessaire pour répondre à la situation de Mayotte s'il décide de ne pas compter toutes les voix dans l'hémicycle. Est-ce qu'ils sont dans l'arc républicain? Moi, je ne suis pas parlementaire du RN, mais je crois que c'est indécent d'expliquer que des parlementaires n'ont pas le droit d'apporter leur voix dans un vote au Parlement. Ils ont été choisis par les Français. Pour le reste, je le redis, moi je crois que les vraies solutions, elles sont aujourd'hui à droite. Et vous avez raison de dire que notre famille politique traverse une crise profonde, mais si je m'engage à la tête de cette liste pour l'élection européenne qui vient, c'est parce que je suis convaincu que c'est dans nos mains que se trouve la possibilité de servir la France demain dans les institutions européennes, de gagner les batailles nécessaires pour mieux protéger nos frontières, pour relancer notre économie, ce dont le RN ne parle jamais, pour faire en sorte qu'on retrouve la prospérité indispensable pour garder la maîtrise de notre destin. C'est nous qui pouvons faire cela, c'est notre responsabilité. Et je le redis encore une fois à tous les électeurs de droite, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à ce que la droite disparaisse. Vous parlez de l'économie. J'aimerais vous entendre à ce sujet parce que c'est le pays qui a 3 000 milliards de dettes. Et le dernier homme de droite qui l'a clairement dit sous une forme qui à l'époque avait provoqué le fameux mot de François Fillon, il y a eu beaucoup d'épisodes depuis lors, sur la faillite. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui, ce mot-là, cette continuité, cette généalogie de François Fillon, là-dessus en tout cas, à vous? Son diagnostic était parfaitement juste. Le fait est qu'aujourd'hui, on vit dans une espèce d'irréalité, comme si la dette n'existait pas. Mais cette dette, elle a, malgré tout, aujourd'hui, la valeur d'une épée de Damoclès portée sur la tête de chaque Français, et notamment de chaque enfant français qui hérite
de cette dette et de la menace qu'elle porte avec elle. Il y a peut-être plus grave encore que le déficit budgétaire de la France. C'est le chiffre qu'on a appris il y a quelques jours, celui du déficit commercial français. 100 milliards d'euros de déficit commercial en 2023, le deuxième record historique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce déficit commercial? On en parle très peu, mais derrière ce terme technique, il y a en fait le fait qu'aujourd'hui, notre pays ne produit plus ce dont il a besoin. Nous sommes en train de devenir un pays de consommateurs qui ne produit plus sur son sol et qui alimente sa consommation courante avec une fuite en avant du déficit public. C'est ça la réalité du destin français. Et la réalité, c'est que les Français vivent aujourd'hui concrètement dans leur vie l'appauvrissement que cela signifie. L'appauvrissement pour chaque ménage, l'appauvrissement pour chaque foyer, mais aussi l'appauvrissement collectif, celui de nos services publics, celui de nos infrastructures. Pour sortir de cet appauvrissement, il faut évidemment une réaction forte. Est-ce que ça veut dire de la rigueur? Est-ce que ça veut dire de la rigueur? En parler aujourd'hui. On déteste en France, les Allemands l'ont toujours beaucoup plus assumé, les Néerlandais. En France, rigueur, c'est difficile à prononcer. Est-ce que vous le prononcez? Ça veut dire évidemment retrouver la rigueur nécessaire à la maîtrise de nos comptes publics. Bien sûr, c'est une nécessité. Et le président de la République... La rigueur pour les gens. Le président, d'abord pour l'État, c'est la première chose. Quand j'entends, pardon de le dire, mais quand j'entends Bruno Le Maire nous expliquer que, par exemple, revenons sur le débat qui a concerné les agriculteurs tout récemment, que le fait de ne pas fiscaliser le gazole non routier qu'utilisent les agriculteurs, ce serait une sorte de subvention. Quand on voit l'INSEE, organisme d'État, qui nous explique aujourd'hui que les propriétaires, ceux qui ont acquis leur logement et qui ont remboursé leur logement, ne payant pas de loyer parce qu'ils sont propriétaires, devrait en réalité s'acquitter d'un impôt pour cela, c'est-à-dire que l'État considère que les biens des Français sont à lui. La première des choses que l'État doit faire, c'est d'abord de montrer de la rigueur, pas vis-à-vis des Français, mais dans ses propres comptes et dans sa propre dépense. La vraie condition pour sortir de la spirale de la dette, pour répondre à Bruno Le Maire, c'est pas de prendre encore plus d'argent aux Français, c'est de faire en sorte qu'enfin la dépense publique baisse en France. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième, c'est pas d'abord la question de la rigueur ou pas, c'est la question de la liberté. Rendre la liberté aux Français, rendre la liberté aux gens qui bossent, aux gens qui travaillent et qui ont aujourd'hui le sentiment que l'État fait tout pour leur rendre la vie impossible. C'est les agriculteurs, mais c'est aussi les pêcheurs, c'est les industriels, c'est les artisans, c'est les commerçants. Est-ce que ça tous ces passe gens-là par qui ne peuvent plus du poids des une normes sorte et des règles. d'atténuation de l'exigence écologique? C'est ce qui s'est passé, de façon en partie silencieuse, mais ce gouvernement, pour répondre à la crise des agriculteurs, a relâcher la pression. C'est évidemment l'histoire notamment du gasoil non routier, à relâcher la pression écologique. Est-ce que vous partagez cette tendance? Ça passe par le fait de mettre l'exigence écologique au bon endroit. Qu'est-ce qui aujourd'hui crée un problème pour le climat, pour l'environnement, pour la biodiversité? Bien sûr, on a une part de responsabilité par ce qu'on produit et par ce qu'on fait. Mais notre première responsabilité, elle vient de ce qu'on importe. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire tous les efforts qu'on veut. La France a déjà le point de PIB le plus décarboné de toute l'Europe. Et l'Europe a le mix énergétique, l'un des mix énergétiques les plus décarbonés au monde. Le vrai problème pour le climat, c'est que l'année dernière, la Chine a annoncé qu'elle ouvrait 2 centrales à charbon chaque semaine. Il faut revenir à la réalité. Et donc, le vrai défi pour nous, c'est pas de rendre la vie impossible à ceux qui travaillent en France. Parce que le jour où on aura fait ça, on finira par tout importer. Et donc, à chaque fois qu'on complique la vie de ceux qui travaillent chez nous, on offre des parts de marché à des modèles qui abîment la biodiversité, qui détruisent l'environnement. C'est ce que vivent les agriculteurs tous les jours. C'est le côté révoltant de la situation qui leur est faite. Quand on les traite comme des délinquants, quand on leur rend la vie impossible, non seulement on détruit leurs emplois et leur activité, mais en plus on importe sur nos marchés des produits alimentaires qui sont fabriqués ailleurs sans respecter aucune de nos règles. Donc il faut sortir de cette spirale de la double peine. Il faut réussir à faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Europe devienne un levier pour pousser les autres producteurs mondiaux à mieux respecter l'environnement, plutôt que de cesser de produire chez nous, ce qui nous permettra d'une certaine manière de ne plus rien émettre du tout, mais en réalité de nous être rendus coupables de ce qui se fait partout ailleurs. L'enjeu de ces élections, on voit la force des nationalistes, et cette fois on sort de la France seule. Nationalistes, Wilders aux Pays-Bas, l'AfD en Allemagne, partout, n'est-ce pas, le progression. Est-ce que la majorité au Parlement peut changer? Est-ce qu'il peut y avoir un vrai basculement de l'Union européenne? Il faut qu'il y ait un changement de trajectoire européen. Mais ce changement, je le redis, si vous regardez la réalité du débat européen, c'est la droite européenne qui peut le réaliser. Nous, les Républicains, nous traversons certainement une passe difficile en France, mais nous restons au Parlement européen la première force politique européenne. Celle qui, aujourd'hui, va faire la différence. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que dans toute l'Europe, c'est la droite et pas l'extrême droite, ni non plus le macronisme qui est en train de s'effondrer en Europe. C'est la droite qui est en train
de se reconstruire. Parenthèse partout en Europe. personnelle, Madame von der Leyen, elle, personnellement, elle incarne, même si les pouvoirs de la présidente de la Commission sont limités, mais elle a incarné ce qu'on a aimé ou détesté pendant cette mandature. Est-ce que pour vous, elle est une bonne présidente de la Commission ? Non. Et j'observe qu'elle n'est pas là parce qu'elle a été soutenue par la droite, elle est là parce qu'elle a été poussée dans cette fonction par Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui, au début de ce mandat, allié avec Viktor Orban, a décidé d'empêcher, ce qui aurait dû être le cas, le candidat de la droite qui venait de gagner les élections, qui était Manfred Weber, de devenir président de la Commission européenne. Vous espérez, pour être très clair, qu'elle ne sera pas la présidente de la Commission après ? Avec les Républicains, nous disons en tous les cas de manière très claire qu'elle n'était pas notre candidate en 2019 et que pendant ce quinquennat, pendant ce mandat au Parlement européen, nous aurons tout fait pour éviter les folies que l'agenda de la Commission européenne a prétendu imposer. On pense aux agriculteurs. Nous nous sommes battus contre le texte dit restauration de la nature. Vous n'avez pas répondu sur Mme von der Leyen parce qu'il y a une dimension... Mais c'est elle qui a incarné ça. Ouais. Avec Franz Timmermans, son premier vice-président, elle aura incarné d'une certaine manière, elle aura porté cet agenda et nous avons tenté d'alerter, nous nous sommes opposés à ces dérives qui ont été au contraire soutenues par les élus macronistes. Donc le vrai clivage, il est là. Donc il faudra changer, à votre avis, il faut changer de présidence de la Commission européenne ? Il faut changer la présidence de la Commission et surtout, le plus important, il faut changer le cap suivi par les institutions européennes. Un mot sur l'Allemagne. Vous avez une particularité, alors on peut le voir sur Internet, vous êtes le Français qui a parlé le plus, alors avec beaucoup de respect pour l'Allemagne, mais de façon extrêmement critique sur le poids de l'Allemagne dans l'Europe d'aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai eu l'occasion d'interpeller le chancelier Scholz quand il est venu au Parlement européen. Je crois qu'il faut dire les choses franchement. À nos amis allemands, ils sont nos amis, mais entre amis, on doit se dire la vérité. Et le fait est que l'Allemagne a conduit l'Europe tout entière dans beaucoup de mauvaises directions au cours des dernières années, sur la question de la transition énergétique, en combattant la filière nucléaire française, avec la complicité à l'époque du gouvernement français, bien sûr, des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. C'est une faute, ça, que nous payons encore ? Bien sûr, c'est une faute géopolitique. Vous travaillez très fréquemment à mettre en lumière les enjeux géopolitiques contemporains. Si l'Europe s'est trouvée si démunie face à la Russie, c'est d'abord parce que l'Allemagne avait fait le choix d'une stratégie de dépendance énergétique à l'égard notamment de la Russie. Et donc, il faut réussir à mettre ces sujets sur la table. Cela étant dit, on peut dire et on doit dire la vérité à nos amis allemands, mais puisque nous sommes ici dans le débat politique français, il faut aussi reconnaître avec lucidité que c'est la fragilité de la France dans le débat européen qui déséquilibre l'Europe. La France qui est si profondément endettée, on en a parlé, qui ne tient pas ses engagements à l'égard de ses alliés européens, la France qui s'est caractérisée au cours des 7 dernières années de mandat d'Emmanuel Macron par le fait qu'elle parle beaucoup, la France, mais qu'elle fait peu. Cette France-là, au fond, elle est fragile par sa propre crise intérieure, par sa crise économique, par sa crise migratoire, sa crise sécuritaire, et tout cela fait que la France a du mal à se faire entendre en Europe, et c'est ça qui contribue aussi à ce déséquilibre. Est-ce que l'Allemagne suit des objectifs égoïstes ? Tout le monde, tout État est égoïste en partie, mais trop à votre égard. On pense notamment, on va en parler plus tard, l'achat de matériel militaire américain, le fait que dans un certain nombre de dossiers, l'Allemagne cherche son intérêt seule. En fait, le problème n'est pas que l'Allemagne défende ses intérêts. Tous les pays européens défendent leurs intérêts en Europe. Le problème, c'est que bien souvent, le gouvernement français n'assume pas cette nécessité de défendre les intérêts du pays. Et ça n'est pas être anti-européen que d'assumer d'avoir des priorités à défendre. Le vrai problème n'est pas que l'Allemagne défende ses intérêts, mais c'est qu'elle a entraîné l'Europe dans de fausses pistes. Et notamment à cause de cette stratégie de dépendance. On évoquait l'énergie, vous évoquez l'industrie de défense, en choisissant finalement de dépendre de la Chine pour son commerce, de dépendre de la Russie pour son énergie, de dépendre des États-Unis pour sa sécurité. L'Allemagne a fait le choix d'entraîner l'Europe tout entière dans une logique de dépendance qui nous rend vulnérables aujourd'hui. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et un des grands enjeux pour nous, c'est de faire en sorte que la France soit crédible quand elle veut apporter au contraire le message de la souveraineté de nos États et de l'indépendance retrouvée du continent européen. François-Xavier Bellamy, comment sortir de la tarte à la crème de la promesse sur la défense européenne ? Année après année, ça dure depuis des décennies. On dit qu'il y aura une défense européenne et chacun voit bien en fait que c'est en très grande partie bidon. Est-ce qu'un changement de cap réel est possible ? Écoutez le général Yakovlev, c'est un des personnages les plus vocaux sur notre antenne. Hier, il prenait parti très clairement pour le rétablissement du service militaire. Un service militaire à aménager, évidemment, ce n'est que pour l'instant qu'un projet. Écoutez-le d'abord et vous réagirez. Ce que nous redécouvrons avec le retour de la guerre en Europe, c'est que si on nous impose une guerre, il nous faudra des soldats plus que nous n'en avons. Je suis pour le rétablissement d'une obligation militaire. Après
sous quelle forme, quelle durée, etc. Je pense ouvertement, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis avec ça, je pense ouvertement que cette obligation militaire devrait peser sur les hommes et pas sur les femmes, ce qui n'empêcherait pas les femmes d'être volontaires. Après, on parle de quoi, combien de temps, comment, sous quelle forme, à quel coût. Après, c'est un autre sujet. François-Xavier Bellamy, là, il y a une idée claire, le rétablissement du service militaire. Ça fait date. Les Allemands en parlent, les Finlandais en parlent, les Néerlandais en parlent, même en Angleterre. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Je crois que la question doit être posée à partir d'un seul et unique critère qui est l'intérêt de nos forces armées. Oui. C'est la seule chose qui compte. On ne peut pas demander à l'armée de venir, parce que c'est souvent comme ça qu'on a parlé du service national, de venir pallier la crise éducative, de venir réparer ce que l'école n'a pas su faire en 15 ans. L'armée ne le fera pas en 10 mois. Donc la vraie question qui se pose, c'est de quoi ont besoin nos forces armées. Aujourd'hui, elles ont besoin de plus de réservistes. Elles ont besoin de réservistes mieux formés. Et donc une piste pourrait être, comme le font certains pays nordiques d'ailleurs, d'appeler toute une génération pour quelques jours, pour tester des volontaires, pour en tous les cas faire partager cet appel possible à la réserve, et ce serait l'occasion de venir compléter l'effort de nos forces armées. Mais la première des choses à rappeler, c'est que la seule et unique le seul et unique critère pour cette prise de décision doit être l'efficacité militaire. Plus généralement, est-ce qu'une parenthèse se referme ou non ? C'est quelqu'un de chez vous. Enfin, la droite républicaine, c'est Jacques Chirac qui avait suspendu le service militaire. Est-ce que cette parenthèse, quand on voit les menaces russes dont on va parler dans un instant, menaces chinoises et tant d'autres, est-ce que cette parenthèse doit se refermer ? Je le redis, on n'a certainement pas besoin d'un point de vue militaire, mais le général Yakovlev connaît certainement le sujet lui aussi. Je suis certain qu'aujourd'hui, nos forces armées n'ont pas la structure pour accueillir une conscription générale. Ce serait une erreur de revenir sur le choix d'une armée de métier. En revanche, on a besoin sans aucun doute de faire venir plus de jeunes Français vers des fonctions de réserve qui sont absolument vitales pour développer une culture de la sécurité dans le pays et puis aussi pour faire en sorte d'apporter un appui nécessaire aux forces armées professionnelles que notre pays doit garder. Monsieur Bellamy, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Puisqu'on parle de défense et de la nécessité que l'Europe et la France se défendent elles-mêmes, merci Sylvie Kaufmann de nous avoir